Dans ce chapitre 1, Anatomie et pathologie oculaire, nous avons vu dans les modules 1 et 2 l'anatomie générale de l'œil, dans le module 3 les conséquences physiologiques du vieillissement sur l'œil. Nous allons voir dans le module 4 les pathologies oculaires. Ce module sera divisé en deux parties. Dans la partie 1, nous allons étudier les pathologies chroniques telles que la cataracte, l'ADMLA, le glaucome chronique et la rétinopathie diabétique. Nous appelons souvent ces pathologies des pathologies oculaires gériatriques parce qu'il faut comprendre que plus nous vieillissons, plus le risque d'avoir ces pathologies augmente. La cataracte concerne 25% des hommes, 32% des femmes à partir de 75 ans. Au niveau de la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est la première cause de malvoyance en France chez les plus de 50 ans et la première cause de cécité après 65 ans. Elle atteint donc la macula et donc la rétine centrale. Par conséquent, cela va vite devenir handicapant parce qu'on va avoir très vite une baisse d'acuité visuelle. Cela concerne donc 1 million de personnes atteintes de forme plus ou moins sévère, c'est-à-dire qu'une personne sur 4 après 75 ans et une personne sur 2 après 80 ans sera confrontée à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Le glaucome concerne 4% de la population de plus de 50 ans. Et enfin, la rétinopathie diabétique est la première cause de cécité en France chez les moins de 50 ans, puisqu'elle est liée au diabète. Après 10 ans d'évolution du diabète, et même parfois avant, 6 diabétiques sur 10 ont une rétinopathie. C'est-à-dire que plus on a depuis longtemps un diabète, plus le risque de déclarer une rétinopathie diabétique va augmenter. L'OCT, la tomographie par cohérence optique, a été une vraie révolution dans le dépistage de pathologies rétiniennes ou cornéennes. On peut faire donc des OCT de cornée, des OCT de rétine. Au niveau des OCT de rétine, cela permet de dépister les DMLA et le glaucome. C'est-à-dire que on va pouvoir avoir par cohérence toutes les couches de la rétine. On va pouvoir avoir donc un regard sur la macula, sur la fovea et sur toutes les couches en dessous, au niveau des photorécepteurs, de la choroïde, d'épithélium pigmentaire, des axones du nerf optique et enfin avoir une vision sur l'humeur vitrée. La première pathologie que l'on va étudier est la cataracte. Qu'est-ce que la cataracte? C'est l'opacification partielle ou totale du cristallin. Au niveau des symptômes, le premier symptôme est souvent une myopisation des corrections, c'est-à-dire que l'indice du cristallin va augmenter, donc les rayons lumineux vont devenir plus convergents à travers le cristallin, ce qui veut dire que les myopies vont augmenter ou les hypermétropies vont diminuer. Ensuite, on a un astigmatisme parfois irrégulier qui apparaît dû à ce qu'on avait déjà vu au niveau de l'anatomie de l'œil, d'un durcissement inhomogène du cristallin. C'est-à-dire que le cristallin va durcir, mais pas forcément partout de la même façon, ce qui va créer des astigmatismes irréguliers. Forcément, étant donné qu'on a une opacification du cristallin, on a une baisse d'acuité visuelle qui va souvent être quand même très progressive, mais qui de toute façon, à un moment donné, ne va plus permettre de voir dans de bonnes conditions. S'ajoute à ça une diminution de la vision des contrastes. Forcément, étant donné que le cristallin est moins transparent, on va avoir une diffusion de la lumière dans l'œil et donc on va avoir un effet éblouissement et qui va créer parfois même une certaine photophobie chez certains patients. Et une modification de la vision des couleurs, c'est-à-dire que les personnes atteintes de cataracte vont voir plus jaune puisque le cristallin va se colorer légèrement en jaune et donc on va avoir une disparition progressive des couleurs bleues. La cataracte est une pathologie qui se traite. On parle d'opération de la cataracte, celle-ci s'appelle une phacoémulsification. Elle concerne 700 000 opérations chaque année, réalisées la plupart du temps en ambulatoire,
sauf dans certains cas où on va avoir une anesthésie générale, soit pour des personnes très angoissées, soit pour des personnes qui sont atteintes de maladies cognitives comme la maladie d'Alzheimer par exemple. La plupart du temps, on va attendre que l'acuité visuelle de l'œil soit inférieure ou à peu près égale à 5 dixièmes corrigés. Alors après, ça dépend du risque-bénéfice. Il est évident qu'une personne de 50 ans qui est chauffeur routier, on ne va pas attendre 5 dixièmes pour le corriger ou pour l'opérer. Mais une personne très âgée où on a des risques anesthésiques importants, on va souvent attendre une acuité visuelle plus faible pour l'opérer. Donc, l'opération consiste en fait à faire deux petits trous au niveau du limbe. Le limbe, c'est la partie qui sépare la cornée de la sclère. Deux tout petits trous, on n'a même pas besoin de recoudre après parce qu'ils sont très petits. Un petit trou qui va permettre d'insérer un instrument qui va aller découper la capsule et un instrument qui va envoyer des ultrasons, c'est ça la phacoémulsification, envoyer des ultrasons afin de broyer le cristallin et ensuite l'aspirer. Donc la première étape, ça va être de découper la capsule antérieure du cristallin, puis d'insérer l'appareil qui va envoyer des ultrasons et qui va en même temps absorber, enfin aspirer le cristallin. Et ensuite, il ne va ne rester que la capsule, une partie de la capsule antérieure et toute la capsule postérieure dans laquelle nous allons mettre l'implant. L'opération de la cataracte dure entre 10 et 15 minutes. Si vous êtes un petit peu curieux, il y a des vidéos sur YouTube qui montrent l'opération de la cataracte. En post-opératoire, on a souvent un traitement topique, c'est-à-dire des gouttes qui vont éviter l'infection. La durée totale de ces gouttes est environ de 3 semaines à 1 mois et il est souvent recommandé d'attendre pour le renouvellement des verres à peu près un délai de 3 semaines. Il faut à ce moment-là souvent parler aux personnes d'un risque de cataracte secondaire. La cataracte secondaire arrive dans 30% des cas dans les 5 ans. C'est une opacification de la capsule postérieure que l'on a laissée afin de bien mettre l'implant en place. Mais cette capsule, parfois, va s'opacifier. Alors, il faut bien rassurer les clients que dans ces cas-là, ça n'est pas une deuxième opération puisque c'est juste l'opacification de la capsule. Le traitement, c'est d'envoyer un petit laser qui va découper cette capsule et les personnes, en 10 minutes, un quart d'heure, là aussi, vont retrouver leur vue d'avant. La deuxième pathologie concerne le glaucome chronique ou glaucome à angle ouvert. Vous avez certainement déjà entendu parler du glaucome à angle ouvert et du glaucome à angle fermé. Le glaucome à angle fermé sera étudié sur le module des pathologies aiguës. Revenons au glaucome chronique ou au glaucome à angle ouvert qui concerne 4% de la population, c'est-à-dire 1,2 million de personnes. Il faut savoir que malheureusement, la moitié de ces personnes ignorent être atteintes de cette pathologie. Pourquoi ? Parce qu'avant le tonomètre AR, c'est-à-dire l'instrument qui vous envoie un petit jet d'air lorsque vous allez chez l'ophtalmologiste et qui permet de vérifier la pression intraoculaire, c'était beaucoup plus compliqué de la prendre. Les appareils nécessitaient une anesthésie de l'œil pour pouvoir poser un appareil sur l'œil pour pouvoir prendre la tension, ce qui ne pouvait pas rentrer dans la pratique ophtalmologique au quotidien. Alors que le tonomètre AR maintenant est fait systématiquement, ce qui va permettre au maximum de personnes d'être dépistées de cette pathologie. Il faut savoir également qu'on retrouve des antécédents génétiques chez 30% des patients et qu'au niveau des origines, les Africains sont 7 fois plus concernés que les Caucasiens et que les Bretons sont plus concernés aussi que les autres Français. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont une cornée un peu plus épaisse et un angle irido-cornéen un peu plus petit. Le glaucome primitif à angle ouvert est donc un syndrome de lésion du nerf optique. Pourquoi ? Parce que même si l'angle irido-cornéen est ouvert, on se retrouve avec une pression intraoculaire anormalement forte et donc cette pression oculaire va avoir une implication sur la tête du nerf optique et donc va créer des lésions du nerf optique.
Donc, je rappelle que l'humeur aqueuse est sécrétée par les processus ciliaires, passe à travers la pupille et va s'évacuer dans l'angle iridocornéen et donc dans le trabéculum. Le fait d'avoir une pression intraoculaire anormalement forte va avoir des répercussions sur tout le corps vitré et également sur la tête du nerf optique. Il faut savoir que c'est une pathologie qui ne fait pas mal, c'est-à-dire qu'elle est totalement indolore et elle évolue petit à petit, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est chronique. Souvent, la découverte est fortuite, c'est-à-dire que soit la personne a déjà des symptômes du glaucome, soit effectivement un dépistage de la pression intraoculaire. Alors, c'est quoi le glaucome? C'est une sursécrétion et ou une mauvaise évacuation de l'humeur aqueuse. Donc, cette pression va se répercuter au niveau du corps vitré, puis de la tête du nerf optique, et donc ça va écraser progressivement les fibres optiques du centre vers la périphérie au niveau de la tête du nerf optique. Ça va créer ce qu'on appelle une excavation papillaire, c'est-à-dire un trou dans la papille, dans la tête du nerf optique. Ça va écraser également les capillaires de ce même nerf optique. Alors, ça vient souvent d'une pression intraoculaire anormalement forte. Et c'est quoi une pression oculaire anormalement forte? C'est une hyperpression supérieure à 20 mm de mercure. Alors, ce n'est pas parce qu'une fois on a une pression un peu haute qu'on va parler de glaucome. Dans ces cas-là, si une fois on a une pression un peu haute, l'ophtalmologiste va vérifier 2, voire 3 fois à des moments différents cette pression intraoculaire. Et si effectivement cela se confirme qu'elle est un petit peu haute, à ce moment-là, la prise en charge de ce patient sera avérée. Regardons les conséquences du glaucome sur la tête du nerf optique. 2 examens pour cela, l'OCT, sur lequel là nous voyons bien le creux qui s'est formé au niveau de la papille. Et si l'on reprend le fond d'œil, voici l'évolution d'une papille de glaucome. On voit au fur et à mesure des photos qu'on a un enfoncement, on a vraiment cette excavation papillaire qui va faire qu'on va avoir un écrasement des fibres et du nerf optique du centre vers la périphérie. Quelles sont les conséquences visuelles du glaucome chronique? Déjà, les conséquences sur la vision, on va avoir une altération de la vision scotopique, c'est-à-dire la vision de nuit, puis une vision floue. Pourquoi? Parce que les conséquences sur le champ visuel, on va avoir une altération du champ visuel de la périphérie vers le centre. C'est sur la rétine périphérique que se trouvent les bâtonnets. C'est pourquoi on a d'abord une altération sur la vision de nuit. On va donc avoir au départ un élargissement de la tache aveugle, puis un scotome arciforme supérieur comme un arc de cercle sur la partie supérieure de la rétine, ce qui va engendrer une perte du champ visuel vers le bas, puisque tout ce que l'on regarde vers le bas va atteindre la rétine autant. Ensuite, ça va continuer et ça va former donc un scotome en forme de cercle où il ne va résister que la partie maculaire et un croissant périphérique. Malheureusement, dans son stade final, le glaucome amène à la cécité. Au niveau des traitements, il faut savoir qu'il n'existe pas de traitement curatif, c'est-à-dire qu'on ne guérit pas du traitement. Les traitements proposés sont donc pour prévenir ou ralentir la progression de la maladie. Le premier stade de traitement, ce sont des gouttes ophtalmiques, des collyres, et la majorité de ces médicaments agissent à la fois en réduisant la production d'humeur aqueuse dans l'œil, mais aussi va augmenter l'évacuation de cette humeur aqueuse. Il faut savoir que les dernières générations ont également un effet neuroprotecteur au niveau de la tête du nerf optique. Malheureusement, ce traitement topique a des effets indésirables qui varient en fonction du type de goutte, comme la sécheresse de la bouche, une baisse de la tension artérielle, baisse du rythme cardiaque, irritation aux yeux, fatigue. On peut même avoir un changement des couleurs au niveau de l'iris, voire la pousse des cils. C'est pour ça qu'il est très important de suivre les patients atteints de glaucome et de vérifier qu'ils suivent bien leur traitement,
malgré les effets secondaires. Dans la plupart du temps, ce traitement de gouttes est à prendre à vie. Lorsque le traitement topique n'est plus possible ou plus suffisant, à ce moment-là, on va être sur des traitements chirurgicaux. Les traitements chirurgicaux, on a déjà la trabéculoplastie, c'est-à-dire qu'en fait, on va, avec un laser, faire des trous dans le trabéculum pour aider la circulation de l'humeur aqueuse et surtout son évacuation. L'intervention est indolore et rapide. Elle se pratique en 1 ou 2 séances de 5 minutes et donc ce rayon laser va être orienté sur le trabéculum et va faire des trous dans le trabéculum. On peut également avoir une trabéculectomie. C'est une intervention un petit peu plus lourde qui vise à créer une nouvelle voie d'évacuation de l'humeur aqueuse en enlevant un petit segment de trabéculum. Là par contre, on passe par l'extérieur au niveau du limbe, donc c'est une opération un petit peu plus lourde. Environ 80% des personnes qui subissent cette chirurgie, dans ces cas-là, n'ont plus besoin de gouttes ophtalmiques par la suite. Autre pathologie, la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est la première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans. Il faut savoir que sa fréquence augmente largement avec l'âge, c'est-à-dire qu'elle touche 1% des personnes entre 50 et 55 ans, 10% des personnes entre 65 et 75 ans et de 25 à 30% des plus de 75 ans. On voit bien que la prévalence augmente considérablement avec l'âge. Les facteurs aggravants vont être le tabac, les lumières à basse longueur d'onde comme la lumière bleue. Alors, c'est quoi une DMLA au niveau des symptômes? On va avoir une perte de la vision centrale puisque c'est la macula qui est atteinte, donc là où il y a le plus de cônes, cette partie de la rétine qui nous permet de voir les détails et les couleurs, va se dégénérer. Nous allons donc avoir cette perte de vision centrale, la vision fine des détails qui va être altérée. Par contre, il faut savoir que la périphérie, la rétine périphérie, restera préservée. Alors, quels sont les symptômes de la DMLA? Nous avons plusieurs stades. En stade 1, on va avoir une baisse d'acuité visuelle, ce qui va en premier lieu entraîner des difficultés à la lecture. La personne aura l'impression d'avoir de plus en plus besoin de lumière. En stade 2, on va avoir une déformation de certains objets, c'est-à-dire des lignes droites qui vont être vues comme gondolées. Va apparaître également des taches noires dans le champ de vision centrale, c'est ce qu'on appelle des scotomes. C'est-à-dire que la macula n'étant plus fonctionnelle, ça va créer une tache noire, donc une partie du champ visuel que l'on ne verra plus. Et également une vision gondolée. Il faut savoir que initialement, la DMLA ne touche le plus souvent qu'un seul œil. Mais malheureusement, le risque de bilatéralisation, c'est-à-dire une atteinte des deux yeux, n'est pas négligeable. Il est de 10% à 1 an et de 42% à 5 ans. Ce qu'il faut bien comprendre au niveau de la macula, c'est qu'il y a deux formes de DMLA. La première forme est la forme atrophique ou sèche, qui est la plus fréquente, qui correspond à 80% des DMLA et qui correspond à une disparition progressive des cellules de l'épithélium pigmentaire, puis à celle des cônes au niveau de la macula. Cela va se traduire par un amincissement de la macula. La deuxième forme, humide, dite néovasculaire ou exudative, va se traduire par une prolifération de vaisseaux sanguins sous la rétine. Ces vaisseaux étant fragiles vont diffuser un sérum qui va être responsable d'un soulèvement de la rétine et donc va créer un œdème au niveau de la rétine. Voici des photos qui l'expliquent. Donc, l'atteinte avec des drusènes, c'est plutôt la forme atrophique, qui vont créer des petites bulles comme ça, sous la rétine à cause des déchets des cellules de l'épithélium pigmentaire et des déchets des cônes. Et la forme exudative, où on voit bien les vaisseaux sanguins qui vont soulever les couches de la rétine, la lumière ne pouvant plus passer, cela va créer un scotome. Voici des OCT de rétine, déjà donc une rétine normale, où on voit bien le petit creux formé par la macula, la fovea,
La partie bleue, ce sont les cônes et la partie rouge, l'épithélium pigmentaire. Voici dans le cas d'une DMLA humide où on a un œdème maculaire, c'est-à-dire un gonflement de la rétine, et le gros trou noir, ce sont ces fameux vaisseaux sanguins qui vont soulever les différentes couches de la rétine. Et au niveau de la DMLA sèche, on voit bien les drusènes qui sont des petites bulles en fait de déchets des cônes et de l'épithélium pigmentaire. Et là, on voit bien que l'épithélium pigmentaire, la partie rouge, il n'y en a presque plus. Et donc, forcément, la disparition progressive des cônes va créer aussi une perte de la vision dans cette zone de la rétine. Alors, les conséquences visuelles, c'est évident que ça va déjà être une baisse de l'acuité visuelle, une baisse de la vision des contrastes, mais surtout une perte de compensation cérébrale. C'est-à-dire que les personnes vont se retrouver avec un énorme scotome en vision centrale, donc ne vont plus être capables de reconnaître les personnes en face, de pouvoir regarder la télévision, de pouvoir lire, et il va falloir les aider. Donc les conséquences psychologiques et intellectuelles sont mal évaluées, mais semblent importantes. Beaucoup de dépression, et on sait que 80% des informations qui arrivent au cerveau passent par la vue. Donc à partir du moment où on a 80% des informations qui sont de mauvaise qualité, ça a des conséquences sur les déficits cognitifs et donc sur des maladies type Alzheimer. Au niveau des traitements, malheureusement, c'est une pathologie qui ne se guérit pas et les seuls traitements vont essayer de ralentir la progression de la DMLA. Au niveau de la DMLA exudative, on va faire des injections qui sont indolores, qui sont des injections intravitréennes, donc on va injecter dans le corps vitré, qui sont anti-VEGF pendant 3 mois. Ça va servir à limiter en fait la prolifération des néovaisseaux et donc à stabiliser l'acuité visuelle. On va aussi également pouvoir avoir de la photothérapie dynamique au laser, c'est-à-dire que le laser va permettre de colmater un petit peu ces vaisseaux sanguins qui prolifèrent sous les couches de la rétine. Au niveau de la DMLA sèche, malheureusement, aucun traitement curatif, mais on peut avoir des attitudes préventives, c'est-à-dire limiter le tabac, limiter les UV et la lumière bleue. Il y a également des vitamines parce qu'on sait que la carence en vitamines aggrave en fait la dégénérescence maculaire et donc un apport en vitamines A, B et E peuvent être efficaces pour la vision et en tout cas ralentir un petit peu la progression de la DMLA. Également sont concernés les oméga 3 et tous les aliments antioxydants et antiradicalaires. Ces éléments indispensables à la vue sont présents dans de nombreux aliments et principalement dans les aliments de couleur verte. On peut conseiller en tout cas les clients à avoir une alimentation orientée pour les aider à compléter ces vitamines-là. Sinon, il existe des cachets de vitamines pour aider à la stabilisation de la DMLA. La dernière pathologie est la rétinopathie diabétique. Il faut déjà savoir que le diabète est une des 5 principales causes de cécité en Europe. La rétinopathie diabétique touche 40% des diabétiques et la prévalence, c'est-à-dire le risque, augmente avec la durée du diabète. Il y a une étude de l'OMS qui a montré que le nombre de diabétiques a malheureusement quadruplé en 35 ans, donc on va être de plus en plus confronté à la rétinopathie diabétique. Son traitement exige une étroite collaboration entre l'ophtalmologiste, le diabétologue et le médecin généraliste. Malheureusement, certains diabétiques dépistés ne sont pas orientés chez l'ophtalmologiste, donc n'hésitez pas à poser la question dans les magasins. Alors, ça concerne quoi au niveau de la vision? On va avoir une perte locale puis générale de la fonction rétinienne. C'est-à-dire que là, je vous montre une rétine normale et voici une rétine de diabétique. Alors pourquoi le diabète entraîne, dans 40% des cas, une rétinopathie diabétique? En fait, l'excès de sucre dans le sang fragilise les parois des capillaires, entraînant une perte d'étanchéité. Et au niveau de la rétine,
il va y avoir également une production de nouveaux vaisseaux, de tout petits vaisseaux encore plus fragiles. Donc avec un risque en fait que ces vaisseaux sanguins claquent. Et ça va créer donc des œdèmes, des exsudats localisés puis généralisés. On voit bien sur cette photo les petites hémorragies en flamèche. Et il faut savoir que sous ces micro-hémorragies, on va perdre la fonction rétinienne. Ce qui va en fait engendrer une perte sous forme de mini-scotome, donc une vision tachetée lors d'une rétinopathie diabétique. Là encore, malheureusement, ce n'est pas une pathologie que l'on peut guérir. Les traitements vont limiter la progression de la pathologie. Le premier traitement, c'est la régulation de la glycémie, c'est-à-dire qu'il faut absolument que le diabète soit stabilisé. Les hauts comme les bas sont très dangereux pour la rétine et donc pour la rétinopathie diabétique. Il y a également les mêmes traitements que pour la DMLA exudative, puisque le but est de limiter la néovascularisation grâce aux injections anti-VEGF ou la photothérapie au laser. Il faut également savoir que la rétinopathie diabétique ou le diabète sont des facteurs de risque pour la cataracte, le décollement de la rétine et le glaucome. C'est pour ça que les personnes atteintes de diabète doivent avoir un suivi très régulier chez l'ophtalmologiste, parce que les conséquences de la rétinopathie diabétique sont nombreuses sur la vue. Déjà, les diabétiques ont une vision floue, des taches noires dans le champ de vision à cause des micro-hémorragies, des décalages de longueur d'onde, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas tout à fait les couleurs de la même façon qu'une personne non diabétique. 37% des diabétiques ont des yeux secs, ça peut avoir donc des conséquences sur le port de lentilles de contact. Il y a une prévalence, comme on a vu, augmentée pour la cataracte et le glaucome. La vision nocturne est perturbée puisque les scotomes atteignent souvent la rétine périphérique et donc vont détruire les bâtonnets, donc avec une vision nocturne perturbée. Et aussi une amétropie fluctuante puisque en fonction de l'état de la rétinopathie diabétique et même de la journée en fonction de la glycémie, on peut avoir un œdème au niveau de la macula, ce qui va faire gonfler la macula et donc ça va créer des amétropies fluctuantes. C'est-à-dire que le diabétique ne va pas forcément avoir la même correction le matin et le soir. C'est pour ça que lorsqu'on fait un examen de vue à un diabétique, il vaut mieux en faire deux et faire un peu une côte mal taillée entre les deux résultats.